Bonjour à tous et merci d'être nombreux ce soir pour notre dernière conférence de la saison. La prochaine aura lieu en septembre. Et ce soir, nous avons le plus grand plaisir d'accueillir Christophe Lejeune, qui est enseignant-chercheur à Aix-Marseille Université et qui est écologue marin à l'IMBE. Bonsoir Christophe. Bonsoir Caroline. On est ravis que tu aies accepté notre proposition. Donc, je vous rappelle que nos conférences vous sont présentées par l'IMBE, l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie marine et continentale, avec le soutien d'Aix-Marseille Université et de l'OSUP-ITEAS. Donc, ces conférences sont données tous les derniers mercredis de chaque mois. Et vous avez également toute la possibilité, lorsque vous avez raté une conférence ou pour la revoir, de vous connecter sur imbetv.fr. Je remercie également les internautes qui se sont déjà connectés. Donc, on va laisser parler Christophe. Donc, je ne mets pas la pression entre 30 et 50 minutes à sa guise, parce que souvent, les chercheurs et enseignants-chercheurs ont tellement envie de vous raconter leurs recherches qu'on ne les arrête plus. Donc, voilà, Christophe laisse libre cours à... Et c'est la dernière. Et donc, après cette conférence, vous pourrez poser des questions à Christophe et les internautes via le chat également. Et je retransmettrai les questions à notre conférencier. Je vous souhaite une très bonne conférence. Merci encore Christophe. Je te donne la parole et à tout à l'heure. Merci Carole. D'abord, je voudrais remercier Carole pour sa persévérance et même son insistance depuis de nombreux mois à ce que je fasse cette conférence. Donc, c'est le jour J, on y est. Donc, voilà. Donc, je vais vous parler des espèces exotiques marines. Si vous vous souvenez, les dernières conférences, vous avez pu écouter mon brillant collègue Olivier Blythe vous parler d'une petite fourmi de feu qui est introduite désormais. Donc, il vous a démontré tout simplement que les espèces invasives, les espèces exotiques ne sont pas de la science-fiction, ne sont pas de la SF. Et donc, je vais vous présenter ces différentes espèces. Je vais commencer par vous présenter des espèces que vous connaissez, qui sont dans votre quotidien, des espèces terrestres. Donc, vous avez eu l'exemple de la petite fourmi de feu, qui est un exemple d'une espèce qui a été introduite en Europe. Il y a bien d'autres exemples. Les Européens, on a été un grand pourvoyeur d'espèces à travers le monde. Un exemple typique, ce sont les lapins de Garenne, qui ont été introduits en Australie au XIXe siècle et qui ont complètement pullulé dans ces régions. Vous voyez qu'à partir de 24 lapins introduits, on s'est retrouvé avec plus de 600 millions de têtes de lapins dans les années 1940. Et il a bien fallu essayer de les contenir, de les contrôler. Ça a été fait notamment par la pose de barrières de plusieurs milliers de kilomètres de long en Australie. Et puis, comme ça ne marchait pas, ils ont essayé d'introduire des virus pour baisser les populations, que ce soit la myxomatose, le calicivirus ou d'autres souches plus récentes qui clairement n'ont pas un effet exceptionnel sur ces populations. Alors, qu'en est-il des espèces marines, des espèces exotiques marines? On a quelques célébrités dans les espèces exotiques marines. Généralement, ces espèces sont plus discrètes en milieu marin. Quand on pose la question, on cite quelques espèces. La Caulerpa taxifolia, est une espèce emblématique pour les Méditerranéens. C'est une des premières espèces qu'on a signalées dans les années 80. Il y a eu un livre un peu polémique à une époque sur cette algue tueuse qui a étouffé nos écosystèmes. Elle a depuis été un peu régressée, elle est quand même bien contrôlée. Vous voyez qu'il y a encore pas mal de systèmes de surveillance de cette espèce, que ce soit en Australie, vous pouvez le voir en bas au milieu, ou bien ici avec le réseau corse des espèces aliens. Donc on continue à surveiller ces espèces. Il y en a d'autres, la Caulerpa taxifolia a une espèce peut-être cousine qui est un peu plus inquiétante, qui est la Cylindracea, qui, elle, se reproduit par reproduction sexuée et qui se diffuse beaucoup plus facilement. Alors, des espèces, on en a beaucoup. Je ne vais pas toutes les passer en revue. Il y a beaucoup d'algues folles, ce que j'ai appelé la catégorie des algues folles. Notamment, c'est une espèce qui est récente en Méditerranée. C'est Rugulopteris okomurae. C'est une espèce qui vient du Japon, qui a été initialement trouvée dans le détroit de Gibraltar, au sud de Cadiz, et qui a vraiment proliféré, qui, vous voyez, sur les plages, pullule énormément et va s'accumuler, pourrir et donc gêner les activités de tourisme, mais également des activités de pêche. Alors, nous ne sommes pas en reste. Cette espèce est arrivée à Marseille, elle est là depuis quelques années. Elle pullule très bien dans les calanques. Elle a commencé à Callelongue, on la connaît pas très loin d'ici. Et donc, cette espèce, vous voyez qu'elle pose des problèmes considérables.
Petit espoir, si c'en est un, malgré tous les problèmes qu'elle peut poser, nos collègues andalous ont développé des sauces épicées à partir de cette espèce. Je ne sais pas si c'est ça qui permettra de la réguler, et j'en doute fortement, mais en tout cas, c'est un petit débouché par rapport aux conséquences que ces espèces vont avoir. Alors des espèces, des algues, entre guillemets, mes anciens professeurs m'engueuleront, on en a plein. Le wakame que vous consommez dans les salades, dans les restaurants japonais, est une espèce qui se trouve sur les côtes européennes, notamment en Bretagne, où elle est pêchée. L'exemple ici, c'est un pot de wakame bio qui a été pêché en Bretagne et qu'on peut utiliser, que vous trouverez dans n'importe quel bon magasin. Des sargasses, plus préoccupants. L'État a investi considérablement d'argent ces dernières années pour essayer de contenir la prolifération des sargasses dans les Antilles, qui prolifèrent sur les algues. Ce que vous voyez en marron au niveau des bateaux, ce n'est pas une nappe de pétrole, hein, ce sont vraiment ces accumulations de sargasses qui viennent gêner la navigation, qui viennent s'accumuler sur les plages, donc gêner aussi les activités touristiques, et qui vont avoir tendance également à pourrir, et donc à gêner tout un tas poser même des problèmes. On suspecte des empoisonnements avec ces algues par de rejet de H2S. Donc des algues, il y en a beaucoup, ce ne sont pas les seuls groupes dans lesquels on a des espèces invasives. Il y a par exemple les crustacés, donc par exemple le crabe bleu qui commence à être connu. Si on considère les 9 régions du sud de l'Europe, alors le sud de l'Europe, c'est pour nous méditerranéens, c'est très au nord déjà, ça part du sud de la Bretagne et ça va jusqu'à la mer Noire. Donc dans ces 9 écorégions de l'Europe, on a trouvé jusqu'à 58 espèces de crabes introduites. Et parmi celles-ci, vous avez les 3 stars qui sont présentes ici, qui sont présentes entre 5 et 6 de ces régions tout autour de l'Europe. Le crabe bleu, vous en avez peut-être entendu parler, c'est une espèce qui est bien présente, qui se développe de plus en plus. C'est une espèce qu'on a introduite au 19e siècle par le canal de Suez. Et cette espèce est restée cantonnée pendant très longtemps dans le sud-est de la Méditerranée, donc de ce côté-là. Vous voyez, pendant près de 40 ans, elle est restée dans ce coin-là, elle n'a pas trop bougé, elle ne posait pas spécialement de grands problèmes. Et puis, à partir des années 1920, elle a commencé à s'étendre dans la Méditerranée avant de complètement exploser, d'avoir son expansion qui est extrêmement forte en direction notamment de l'ouest, et la Tunisie étant une zone particulièrement impactée. Je vous en reparlerai un peu plus tard de ce crabe bleu, parce qu'il commence vraiment à poser de problèmes et on commence à être inquiet pour les pays du sud de la Méditerranée, notamment vers l'Italie, l'Espagne et peut-être un jour chez nous aussi en France. D'autres espèces, il y en a, des crabes, des grands crabes, un crabe royal. Alors, ce n'est pas un vrai crabe, c'est un pagure, c'est-à-dire c'est un cousin du Bernard l'ermite, mais on considère ça dans la pêche comme un des plus grands crabes au monde. Et c'est un crabe qu'on appelle le crabe de Staline, parce qu'il a été introduit par les soviétiques depuis la péninsule du Kamtchatka, donc dans l'extrême-orient, vers la mer de Barents, afin de dynamiser la pêche dans cette région. Et c'est un grand crabe, c'est le crabe des neiges, c'est celui qu'on vous vend souvent dans les grandes pâtes qu'on peut vous vendre dans les restaurants ou comme la petite boîte que vous voyez ici. C'est un crabe qui a une bonne valeur économique, mais qui a un gros problème pour les écosystèmes dans lesquels il a été introduit, dans le nord de la Norvège. Et on le voit progresser de plus en plus et commencer à descendre vers le sud en direction des côtes du nord de l'Europe, notamment des côtes bretonnes, où il y a une certaine inquiétude par rapport à l'arrivée de ce crabe, même s'il est encore un petit peu loin. Donc je continue, des espèces, on en a dans tous les groupes, je vous ai dit, il y a des bijoux. Alors, ce qu'on appelle les bijoux, à Marseille, on le connaît ça plutôt sous le nom de violet. Alors, ce sont mes espèces favorites puisque je travaille dessus. Vous avez tout un tas d'espèces là sur lesquelles on peut travailler. J'ai travaillé avec mes étudiants. Donc, c'est les bijoux, les violets, les figues de mer. Il y a différentes appellations. Et vous voyez que quand ça pousse très bien. Ces espèces, elles sont extrêmement présentes sur toutes les structures artificielles, notamment dans les ports. Vous voyez un pilier de port ici, des pontons. Sur les futures éoliennes en mer, on en aura forcément énormément. On va les retrouver vraiment partout et elles pullulent. Elles sont sur les coques de navires aussi. Elles sont présentes dans le monde entier à l'heure actuelle. C'est une grosse gêne à la pêche, à la culture, pardon, pas à la pêche, mais à la culture des moules et des huîtres au Canada, dans l'île du Prince-Édouard. Le gouvernement canadien, le fédéral, a investi des millions d'euros pour essayer de contenir l'arrivée de ces espèces, puisqu'elles poussent sur des lignes de moules et elle va tellement les alourdir qu'elle les fait décrocher, donc c'est une perte directe pour les aquaculteurs.
Le canal de Suez, je vous en ai parlé tout à l'heure. Tous les phylums sont concernés. Ici, c'est un poisson, le poisson flûte, le Fistularia, qui est l'invasion actuelle qui est la plus rapide en Europe. Alors peut-être en Méditerranée, on pourra voir ce que donnera Rugulopteris. Mais vous voyez, elle a été la première fois répertoriée en 2000 en Méditerranée orientale, et le premier individu sur la côte française a été répertorié autour des années 2008. Donc on a une invasion qui a été extrêmement rapide. On en reviendra. C'est un poisson qui nage très vite, qui est un très bon prédateur, qui est très joli à voir, à photographier, mais ça reste une espèce introduite qui a tendance un peu à impacter son écosystème. Donc ces espèces, il y en a beaucoup. Je ne vais pas toutes les passer en revue. En Méditerranée, on en a près de 1000, donc je ne vais pas faire un catalogue entier. Donc pourquoi s'y intéresser? Les espèces invasives, Olivier Blight vous en avez parlé, font partie du changement climatique au même titre que la destruction des habitats, au même titre que la surexploitation pas du changement climatique, du changement global, au même titre que la surexploitation des ressources, que le changement climatique, effectivement. Et on considère qu'en milieu marin, ces espèces impactent directement 10%, sont à l'origine de 10% des espèces qu'on considère en danger, comme vulnérables ou en danger critique d'extinction. Donc elles ont un impact direct. Ce n'est pas la composante du changement global qui est la plus importante, mais elle interagit avec les autres composantes, et c'est là où elle pose un problème. Les espèces invasives ont aussi une deuxième particularité, c'est que contrairement à toutes ces autres perturbations, quand on les arrête, ces perturbations, généralement, on voit les écosystèmes qui récupèrent. Alors, il faut plus ou moins de temps, quelques dizaines d'années, quelques décennies, quelques millénaires. Ça dépend des perturbations qu'on considère. Vous avez un tableau ici qui vous montre plus ou moins des estimations de ces récupérations. Par contre, pour les espèces invasives, on considère qu'il n'y a pas de récupération. Une fois qu'une espèce est introduite, le phénomène a plutôt tendance à s'amplifier. On connaît des cas d'espèces qui disparaissent, d'espèces introduites qui disparaissent, mais globalement, le problème des espèces invasives est un problème croissant qui donc va agir en interaction avec les autres composantes du changement global, et c'est pour ça qu'on les étudie. Donc la question qu'on peut se poser tout de suite, c'est comment fait-on pour devenir invasive? Quel est le brevet d'envahissement qu'il faut avoir pour devenir une espèce? Donc ce que je vous ai schématisé ici à gauche, c'est une espèce qui est dans son aire native, là où elle est présente naturellement, elle est régulée par ses prédateurs, par ses parasites. Donc cette espèce va devoir, pour pouvoir être introduite ailleurs, elle va devoir subir une rupture géographique dans son aire de distribution, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de continuum dans la distribution. S'il y a un continuum, c'est une espèce qui étend son aire de distribution, ce n'est pas la même chose. Donc il doit y avoir cette rupture géographique, et il y a une deuxième condition, c'est qu'elle doit être forcément transportée par l'homme, que ce soit de façon directe, volontaire, ou involontaire. Donc ce sont les deux critères pour devenir une espèce introduite. Donc ça, c'est la théorie. De façon beaucoup plus pratique, il faut s'imaginer que le processus d'invasion est donc un processus qui va se faire petit à petit, sur lequel on va avoir des filtres qui vont se mettre en place. Pour qu'une espèce se déplace d'entre deux aires, il faut qu'elle soit donc captée par l'homme, qu'il la prenne. Il faut qu'elle survive à ce transport. Une fois qu'elle a survécu au transport, il faut qu'elle survive à l'arrivée. Une fois qu'elle est arrivée, il faut encore qu'elle survive à la présence dans l'environnement. Il faut qu'elle s'y reproduise. Il faut qu'elle soit compatible avec cet environnement. Il faut ensuite qu'elle interagisse avec la communauté, c'est-à-dire les parasites, c'est-à-dire les prédateurs, c'est-à-dire les espèces avec qui les compétiteurs également. Il faut ensuite qu'elle se disperse dans l'environnement, parce que le point d'introduction, c'est une petite zone. Mais ensuite, il faut qu'elle se disperse dans cet environnement et éventuellement, sur certaines espèces, qu'elles deviennent dominantes. C'est le cas de toutes les espèces que je vous ai présentées avant. Ce qui veut dire que ça fait quand même beaucoup de contraintes pour ces espèces. Donc ça veut dire que, théoriquement, on devrait avoir beaucoup de cas d'échec des invasions. On devrait avoir beaucoup d'espèces qui n'y arrivent pas. Et c'est sûrement ce qui se passe. On a beaucoup d'échecs des invasions. Malgré tout, c'est très peu documenté. Alors on a quelques cas rares d'échecs des invasions. Il y a quelques années, j'ai un collègue historien d'Aix-Marseille Université qui m'a contacté en me disant, c'est un très bon naturaliste, il n'a pas spécialement besoin de moi, mais il me dit, voilà, j'ai trouvé dans les archives du 18e une moule réputée jaune, la moule jaune, qui sera en provenance de Safi. Safi, c'est un tout petit port sur la côte atlantique du Maroc. Vous voyez ici une gravure qui le représente au XVIe siècle.
Donc cette espèce est arrivée de Safi, de la Barbarie, ce qu'on appelait la Barbarie, c'est-à-dire le Maghreb à l'époque, et puis elle a disparu au bout de quelques années à Marseille. Voilà, on avait cette signalisation. Même chose sur une autre signalisation, cette espèce était présente au niveau de la jetée, en particulier de l'entrée du port, et puis elle avait disparu, elle était sûrement au niveau du Fort Saint-Jean, elle a disparu au bout de quelques années. Donc c'était tous les indices qu'on avait, et une moule jaune en Atlantique, il n'y en a pas beaucoup en fait, et donc on a cherché s'il y avait une véracité dans ces propos, dans ces archives du XVIIIe. Effectivement, en cherchant, on a trouvé qu'entre 1750 et 1755, il y avait une vingtaine de navires qui avaient navigué directement entre Marseille et Safi, et qui donc potentiellement avaient pu transporter ces espèces. Et transporter comment? Notamment par la coque de navire. Sur la coque des navires, vous avez ici une peinture du musée de la Marine où vous voyez le port de Marseille, l'entrée du port. Si vous regardez bien, on reconnaît les deux forts de l'entrée du port. Et si on regarde un détail, on voit les coques de navire, un navire qui est complètement couché, c'est un navire qui est au carénage, c'est-à-dire on enlève les espèces qui poussent sur les coques de navire. Donc cette espèce-là, potentiellement, elle a pu arriver par là. Donc la question était toujours, mais quelle était cette espèce? Parce qu'on n'avait pas d'autre information. Heureusement, on a une information de M. de Villeneuve-Bargemont, qui était le préfet de Marseille au XIXe siècle. C'est la grande place qui est à côté de la mairie, si vous avez reconnu le nom, et qui nous donne beaucoup plus de détails sur la morphologie de cette espèce. Il la relie à Mytilus afer. Mytilus afer, aujourd'hui, se nomme Perna perna, c'est la moule qui est ici en haut à droite. Et en cherchant bien, on s'est aperçu qu'il y avait une variété marocaine qui était avec un peu plus jaune, un peu plus verdâtre, qui correspond exactement à la description qu'on en avait. Donc cette espèce actuellement, c'est une espèce plutôt d'affinité subtropicale, tropicale, qui est introduite dans la zone intertropicale justement, qui est une espèce assez envahissante. Mais en Méditerranée, elle n'est pas rapportée jusqu'à présent. Donc on a soupçonné que c'était cette espèce, et la question qui se posait, c'était pourquoi cette espèce n'a pas survécu. Elle a été introduite, on sait qu'elle a pullulé, et ensuite, elle a disparu. Donc les archives nous disent qu'éventuellement, ce serait un armateur qui aurait fait dégager toute l'espèce. Connaissant notre expérience des espèces introduites en milieu marin, on sait que c'est extrêmement peu probable que ce soit un armateur qui ait réussi à ça. Par contre, quand on s'intéresse un peu plus aux dates, on s'aperçoit qu'on est en plein milieu du petit âge glaciaire. Le petit âge glaciaire, c'est une petite période de refroidissement au moment de Louis XIV, qui a provoqué pas mal de famines en Europe. Certains historiens le relient à son aboutissement, c'est la Révolution française. Donc vous voyez la série de disettes. Et quand on regarde dans les archives, on voit que le Rhône était gelé. On avait des journées où le Rhône était complètement gelé. Et vous voyez ici la fréquence des jours entre 1723 et 2002, où le Rhône a été gelé. Et ça correspond exactement à la période où on a eu ces arrivées. Donc ces bateaux qui sont arrivés, le premier entre 1750 et 1755, c'est la période où l'espèce a survécu à Marseille. Et hop, pic de gel au niveau du Rhône pendant, vous voyez, plus de 90 jours. Donc imaginez le Rhône, le fleuve avec le plus gros débit de France, gelé pendant 90 jours sur une année. Ça veut dire qu'il faisait vraiment extrêmement froid. Et cette espèce tropicale, on soupçonne qu'elle a disparu à cause de ça. Donc vous voyez qu'il y avait une maladaptation à son environnement, à des conditions. Donc, des échecs des invasions, ça existe. Donc, on a un exemple ici. Donc, ces invasions, ça existe. Les échecs des invasions, ça existe. Mais les invasions, ça existe également. Je vous en ai montré des exemples tout à l'heure. Et c'est un phénomène qui est sûrement extrêmement ancien depuis que l'homme navigue. On soupçonne que la mie des sables, la Mia aregna, qui est assez fréquente en Bretagne, par exemple, aurait été importée par les Vikings au XIIIe siècle. Ça reste à prouver, mais c'est une grande suspicion. De la même façon, on sait que depuis que les Européens ont commencé à naviguer autour du monde, notamment depuis la grande circumnavigation de Magellan, on a introduit des espèces et nos deux huîtres creuses, presque patrimoniales pour les Européens et notamment les Français, on les soupçonne très fortement de venir plutôt d'Asie et d'avoir été introduits au XVe ou au XVIe siècle. Donc on a tout un tas de critères, notamment génétiques, qui nous permettent d'aller dans cette direction. Donc vous voyez que les exemples sont nombreux. On peut imaginer que le commerce triangulaire pour l'esclavage le commerce triangulaire plutôt, a un permis d'introduction de beaucoup d'espèces. Et s'il vous faut une preuve pour
pour penser ça, on peut prendre un exemple qui est un exemple que j'aime beaucoup, qui est une réplique du navire de Francis Drake, qui a été faite en Angleterre et qui ensuite a voyagé dans le monde. Et elle a été carénée au niveau de l'Oregon, donc sur la côte ouest des États-Unis. Donc la réplique du bateau de Francis Drake, vous la voyez là. Donc Francis Drake a fait le tour du monde pour l'Angleterre. C'était un flibustier de la reine Élisabeth Ier. C'est lui qui a contribué à ce que l'Angleterre ne soit pas envahie par la grande armada de Philippe II d'Espagne. Et donc Francis Drake a fait son tour du monde et on a sa réplique. Et cette réplique, une fois qu'elle a été carénée dans le nord de l'Oregon, ils l'ont fait voyager tout au long de la côte californienne jusqu'à San Francisco. Donc la coque était vierge, elle était à nouveau vierge, et on a mesuré sur les 800 km de côte combien d'espèces pouvaient se fixer sur la coque. Donc vous voyez que le bateau a navigué à une vitesse très lente, 3-4 nœuds, c'est très lent, elle s'arrêtait souvent entre les baies, un peu comme auraient pu le faire au XVIe siècle les navigateurs. Et sur cette coque, pour cette toute petite portion du voyage de Francis Drake, on a retrouvé 64 espèces présentes sur la coque. Donc vous voyez, c'est considérable le nombre d'espèces qu'on peut faire voyager par le transport maritime notamment, et les bateaux en particulier. Donc ces espèces, c'est un phénomène ancien. C'est un phénomène qu'on documente vraiment depuis la Seconde Guerre mondiale. Et vous voyez pour les eaux européennes que c'est un phénomène qui est en explosion totale, une explosion exponentielle, quel que soit le groupe que vous considériez. Des algues, donc des organismes photosynthétiques, des invertébrés ou bien des vertébrés, vous avez cette explosion du nombre d'espèces. Ça correspond tout simplement à l'accélération du trafic maritime et l'intensification de ce trafic maritime depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce qui est intéressant sur ce graphique également, c'est qu'on considère uniquement les mers européennes, et vous voyez que la mer qui présente le plus d'espèces systématiquement, c'est la mer Méditerranée, c'est notre mer Méditerranée. Cette mer qui est très diversifiée, qui présente une biodiversité incroyable et incomparable et exceptionnelle, et qui en même temps est une des mers les plus envahies au monde. On est un point chaud des introductions au monde. Ce n'est pas le seul. Les autres points, ce sont la baie de San Francisco, on en a parlé tout à l'heure, ce sont les grands lacs américains, c'est également la côte nord-est des États-Unis, et c'est évidemment les trois dragons asiatiques, la Corée, la Chine et le Japon, qui concentrent le commerce maritime mondial et qui concentrent également les zones d'introduction. Donc la Méditerranée, c'est actuellement la zone qu'on considère comme présentant le plus d'espèces au total. On a recensé autour de pas moins de 1000 espèces présentes, on en loupe sûrement beaucoup, et on va estimer que ça représente entre 5, 6, voire 10% de toutes les espèces de Méditerranée. Donc ce n'est pas une composante négligeable dans les écosystèmes de Méditerranée. Donc parmi les écosystèmes qu'on va retrouver en Méditerranée, on en a certains qui sont plus envahis que des autres. C'est notamment le cas des marinas. Donc là, je vous ai remis la photo de tout à l'heure. C'est une photo qu'on a fait dans le cadre d'un travail avec différents étudiants. Et on a recensé les espèces qui étaient présentes dans certaines marinas. Alors là, c'est en Bretagne. Et on s'est aperçu qu'on avait toujours également, quels que soient les marinas, que ce soit la Bretagne, que ce soit la Méditerranée, un taux d'espèces qui variait entre 15 et 50% des espèces présentes. Donc les espèces introduites dans les marinas sont extrêmement nombreuses. C'est une des composantes majeures des marinas. C'est vraiment ce qui les caractérise et c'est pour ça qu'on va travailler dans cette zone-là. Pourquoi dans les ports ? Tout simplement, c'est logique, c'est l'arrivée, c'est le point de départ, c'est le point d'arrivée des bateaux. Donc ce sont ces corridors d'introduction, ce sont les routes maritimes et les vecteurs d'introduction, ce sont ce qui va apporter les espèces. Donc ici, vous avez une carte qui montre pour un jour donné la circulation des grands bateaux autour du monde et vous pouvez reconnaître très facilement des grandes lignes maritimes, des grandes zones d'échange commercial entre les différents continents et il n'est pas difficile de retrouver les 5 zones que je vous ai citées tout à l'heure. Donc forcément des bateaux vont introduire des espèces. Comment ils vont faire ? Ils ont des eaux de ballast, surtout les bateaux modernes, c'est-à-dire ils prennent de l'eau pour se stabiliser à un endroit, et puis ils vont la relarguer un peu plus loin. Vous avez ici un gros bateau qui est en train de
délester ces eaux de ballast, déballaster. Et donc, ça va rejeter des espèces dans le milieu et on va être présente. On va, comme ça, introduire pas mal d'espèces. Je vous montrerai d'autres exemples tout à l'heure. Une autre chose, c'est tout simplement la présence sur la coque. Je vous ai parlé tout à l'heure du bateau de Francis Drake. Ça n'a pas changé depuis le XVIe siècle. Les bateaux ont beau avoir des coques alu ou des coques plastiques, il y a toujours des espèces qui vont pousser dessus. C'est ce qu'on va appeler la biosalissure en français, le biofouling. Et donc, vous connaissez peut-être les peintures anti-fouling qu'on met sur les bateaux, qui sont toxiques, afin d'empêcher ou en tout cas ralentir la croissance de ces espèces sur les bateaux. Mais malgré tout, il reste toujours des zones où on a des espèces qui poussent parce que le carénage ne se fait pas bien, parce que l'antifouling, c'est difficile. C'est le cas notamment au niveau des hélices. Le derrière des hélices est une zone où on a beaucoup d'espèces introduites. C'est le cas des tuyaux pour pomper l'eau sur le bateau. Donc on a beaucoup d'espèces qui sont présentes et qui sont de toute façon, quoi qu'on fasse, qui seront présentes sur les bateaux tant qu'ils navigueront entre des grands ports, mais également à niveau régional. Quand vous carénez mal votre voilier ou votre bateau à moteur, vous êtes potentiellement un vecteur d'introduction d'espèces d'un port à l'autre, d'une région à l'autre. Si vous faites une traversée vers la Corse, potentiellement, vous pouvez amener des espèces en Corse ou en ramener depuis la Corse. Donc ces espèces clandestines, on en retrouve ailleurs. Je vous ai parlé tout à l'heure du canal de Suez. C'est une porte ouverte sur la Méditerranée, de la Méditerranée vers la mer Rouge. Le canal de Suez que vous avez à droite, il y a 2 canaux transocéaniques dans le monde, le canal de Panama. Actuellement, ce n'est pas un problème, le canal de Panama, tout simplement parce que c'est un canal qui est rempli d'eau douce. Et donc, les espèces marines n'aiment pas l'eau douce. Donc, elles ne survivent pas au passage de Panama. En tout cas, on n'a jamais trop eu de documentation sur ça. Par contre, Suez, depuis le 19e siècle, c'est la porte ouverte à toutes les espèces de mer Rouge. Et elles arrivent très fréquemment, très nombreuses. D'autant plus qu'il y a une dizaine d'années, le maréchal Al-Sisi, en arrivant au pouvoir, a décrété l'agrandissement du canal de Suez. Et donc, on a un canal qui est encore plus large, encore plus profond, et donc qui permet encore plus de passage des espèces dans un sens. Et très étrangement, les espèces passent plutôt de mer Rouge vers Méditerranée, mais rarement dans l'autre sens. Il y a un problème de déclinité sur le canal et de courant du canal. Donc ces espèces, elles sont très nombreuses en Méditerranée. Si on est une zone de forte d'introduction en Méditerranée, c'est notamment parce qu'on a le canal de Suez qui nous a apporté à peu près la moitié des espèces qu'on a en Méditerranée. Vous connaissez peut-être le poisson lapin, les 2 poissons lapins qui ont été introduits en Méditerranée orientale. Vous connaissez, je vous ai parlé tout à l'heure du crabe bleu. Nos collègues tunisiens l'appellent dahesh, tout simplement parce que l'impact sur les pêcheries en Tunisie est considérable. Et donc, voilà le petit surnom qu'ils lui ont procuré. Donc, des espèces, les 500, je ne vais pas vous les citer, mais il y en a une que je voulais vous montrer, qui est aussi cette espèce qu'on considère comme une des pires espèces envahissantes en Europe. C'est une grosse méduse, Ropilema, qui est rentrée par le canal de Suez dans les années 70, et vous voyez qui fait sa petite progression en direction de l'ouest de l'Europe et qui est pas très loin de passer côté ouest Méditerranée. Donc on a des espèces qui sont clandestines, par le canal, par les bateaux, et puis on a des espèces qui s'échappent également des infrastructures, notamment des infrastructures d'aquarium ou des infrastructures d'aquaculture. La colherpe dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est l'exemple typique, elle s'est échappée de l'aquarium de Monaco. Ce n'était pas une introduction volontaire, bien au contraire, et vous voyez que très vite, elle a explosé et elle s'est diffusée en Méditerranée. Et donc c'est un exemple typique d'une espèce qui s'échappe. Donc des espèces qui s'échappent d'un aquarium, des aquariums, on a quelques exemples. Par contre, on a beaucoup plus d'exemples d'espèces qui s'échappent de l'aquaculture, qui ont été transportées par les naissins aquacoles. Donc notamment la zone typique pour ce genre d'introduction, c'est l'étang de Thau, qui présente jusqu'à 32% d'espèces introduites, sans compter toutes celles dont on n'a aucune idée de l'origine. Ce sont les espèces qu'on qualifie de cryptogéniques. Donc vous voyez, des espèces, on en a et elles sont présentes. Elles ne posent pas tous de grands problèmes. Ça, c'est une fausse idée. C'est une déformation de nos collègues terrestres chez qui les espèces invasives ont des impacts extrêmement forts, et c'est normal puisque ce sont les écosystèmes dans lesquels on vit et notre économie est principale. Par contre, les espèces marines, on a beaucoup d'espèces qui sont présentes, qui ont des caractéristiques des invasions, mais qui ne sont pas forcément avec des coûts économiques extrêmement forts.
Donc pourquoi s'intéresser finalement à ces vecteurs? Pourquoi depuis tout à l'heure je vous parle des vecteurs d'introduction? Je vais vous prendre ici un exemple d'une petite crevette que j'ai travaillée il y a quelques années et qui va vous illustrer pourquoi il est important de continuer à savoir d'où elles viennent, quels sont les vecteurs et combien on a eu d'événements d'introduction. Cette petite espèce est une espèce japonaise, coréenne également, qui est présente dans la mer de Chine et qui, après la guerre de Corée, quand les États-Unis ont rapatrié une grande partie de la flotte américaine vers San Francisco, a été introduite dans la baie de San Francisco. Et à partir de là, des années 60, elle s'est étendue en direction du nord, en direction jusqu'à l'Oregon. Ça fait quand même une grande distance, hein, c'est beaucoup plus large que la France. Donc cette espèce, elle n'était connue que de cette zone, pendant très très longtemps. À partir de 1960 jusqu'en 1992, on ne la connaissait que de la côte ouest des États-Unis. En 1992, première signalisation au niveau de la Tamise. Et puis la même année, même signalisation au niveau du Guadalquivir. Et puis ça explose. Et en 20 ans, elle conquiert toute l'Europe, et en particulier l'Europe de l'Ouest. Dans le même temps, elle arrive à New York, elle arrive en Argentine. Donc la question qui s'est posée à ce moment-là, c'était pourquoi cette espèce qui a été cantonnée pendant 40 ans, côte ouest des États-Unis, n'est jamais passée du côté de New York, alors qu'on connaît plein d'exemples d'espèces qui ont été transportées comme ça. Pourquoi elle pullule d'un coup en Europe exactement au même moment et en Amérique du Sud? Donc on s'est posé la question, et grâce à des outils génétiques, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin d'être généticien pour savoir, il suffit de regarder les couleurs, on a comparé les structures génétiques qu'on pouvait observer dans la zone native, c'est-à-dire le Japon, ici, et la première zone d'introduction, et enfin les autres zones d'introduction. Donc ce qu'on a pu démontrer, c'est que pour l'Europe, pour New York, pour l'Argentine, ce n'est pas qu'un seul événement d'introduction qui s'est produit. On a eu un événement d'introduction depuis le Japon qui a été dans le monde entier, qui a été vers San Francisco, qui a été aussi probablement vers l'Europe et qui s'est reproduit sûrement de nombreuses fois. Et puis, à partir des années 90, il y a eu sûrement un autre échange qui s'est fait depuis San Francisco vers l'Europe, vers New York et vers l'Argentine. Et c'est ce nouveau mélange de combinaisons génétiques qui a sûrement permis l'explosion de cette espèce en Europe. Donc vous voyez pourquoi c'est important de comprendre le nombre d'introductions qu'on a pu avoir, parce que si on avait pu anticiper ça, on aurait peut-être pu empêcher l'introduction de cette espèce sous couvert qu'on ait une police qui permette d'arrêter les espèces, une politique également législative qui permette de contrôler ces espèces dès leur arrivée et de les empêcher. Donc on aurait pu faire de la prévention. C'est quelque chose que l'Europe tente de mettre en place à l'heure actuelle en dressant des listes de potentiels d'espèces qui pourraient arriver. Et donc dès le premier signalement, essayer de les réduire, de les faire disparaître. Alors ces espèces, si je vous en parle aussi, c'est parce qu'elles ont beaucoup de conséquences sur nos écosystèmes en particulier. Une première conséquence, voici la rascasse volante, le Pterois miles. C'est un poisson qui a été introduit de l'océan Indien vers les Caraïbes. Et c'est un super prédateur, c'est un super carnivore. Il a complètement décimé les populations de poissons concurrentes en l'espace de 6 ans. Vous voyez qu'on a estimé que dans les Bahamas, on a eu une perte de 40% de la biodiversité des autres compétiteurs de cette espèce. Et que dans le même temps, il a réduit de 65% la biomasse de ses proies. C'est-à-dire qu'il a vraiment mangé tout le monde. Et donc, il a complètement transformé son écosystème. 65% de perte de biomasse en 2 ans, c'est quand même considérable dans un écosystème. Hein, c'est rarement vu. Donc cette espèce-là, elle est problématique. Si vous allez dans les Antilles, elle est partout. Elle est facilement chassable. Elle est très agréable à manger. Hein, c'est une chair qui est très agréable, mais elle a un fort impact sur l'écosystème. Actuellement, on commence à la trouver dans l'est de la Méditerranée. Ça y est, elle vient d'arriver en Méditerranée. Et donc, il y a quand même pas mal d'inquiétudes sur son devenir en l'est de la Méditerranée et une progression vers l'ouest. Un autre exemple de ces conséquences écologiques, ce sont des potentiels transferts de pathogènes. La grande nacre de Méditerranée, cette espèce de grande moule, entre guillemets, hein, qui était présente en Méditerranée, qui
qui faisaient la joie des plongeurs. Peut-être que vous en avez eu ramassé quand vous étiez jeune pour les mettre, beaucoup les exposer dans les salons. Donc cette nacre a subi ces dernières années une très forte réduction de ces populations, et on a pu relier ça à l'apparition d'un pathogène qui n'était pas connu jusque-là, qui est Aplosorhynchium pinae, qui a complètement décimé les populations, et elle est classée à l'heure actuelle par l'IUCN comme une espèce en danger critique d'extinction. Et donc ce pathogène, on le soupçonne d'être une espèce introduite. On n'en a pas la certitude, mais en tout cas, on le soupçonne d'avoir, enfin, on est sûr qu'il a décimé ces espèces et on le soupçonne d'avoir été introduit. On ne sait pas spécialement d'où il vient. Autre exemple de conséquences assez fortes des espèces introduites, ce sont des changements dans les écosystèmes. Voici un écosystème méditerranéen de petite profondeur. Vous voyez une belle communauté algale qui se développe avec un réseau trophique qui est basé essentiellement sur un seul herbivore qui est la saupe pour les poissons herbivores. C'est l'écosystème typique, celui que vous connaissez d'ici. En Méditerranée orientale, l'arrivée des 2 poissons lapins a quand même bien désorienté le fonctionnement de l'écosystème. On n'a plus du tout le même réseau trophique. Et ce sont 2 poissons herbivores qui consomment énormément d'algues. Vous voyez que la biomasse algale a diminué de 65% dans les petits fonds. C'est considérable. Donc vous voyez l'état des petits fonds dans ces zones-là. Évidemment, associé à cette canopée algale, la biomasse des espèces qui sont fixées, que ce soit des algues ou des invertébrés, a chuté également. Et on a beaucoup moins de diversité d'espèces dans ces zones-là. Donc on a vraiment un écosystème qui ne fonctionne plus de la même façon dans cette partie de la Méditerranée. Et ce poisson, il s'étend. Voilà, on le voit de plus en plus. Donc on peut se préoccuper de son impact sur les écosystèmes. Alors ça n'a pas que des impacts écologiques, ce n'est pas qu'une lubie de quelques chercheurs, c'est aussi des impacts économiques directs pour notre économie. Un exemple typique, c'est ce crabe bleu dont je vous ai parlé tout à l'heure, le Daesh, qui a complètement fait effondrer les pêcheries tunisiennes, dans le golfe de Gabès en particulier, où on pêchait encore avec une pêcherie traditionnelle de ce qu'on appelle les charfias, qui sont faites de filets et de grandes palmiers dressés, qui permettent d'orienter le poisson et de le retenir dans des cages, et ensuite on vient le récolter. Voilà ce qu'il reste dans ces cages que vous voyez ici. Voilà ce qui reste dans ces cages une fois que le crabe est passé. Donc il détruit les filets, il détruit les charfias d'une façon assez irrémédiable. Il est compliqué à enlever des filets, puisqu'il s'en mêle considérablement, et puis en plus il est un peu agressif. Et en plus, il va consommer les autres poissons, notamment les poissons à haute valeur commerciale, comme les dorades, comme les loups. Donc il a vraiment fait effondrer les pêcheries tunisiennes pendant plusieurs années, jusqu'à ce que, heureusement pour les Tunisiens, ils trouvent une technique de pêche afin de pêcher, de changer de proie et de pêcher le Portunus. Et donc actuellement, ils pêchent essentiellement du Portunus. Enfin, ils pêchent évidemment encore du poisson, mais ils pêchent pas mal de Portunus et ils cherchent à en faire un débouché économique. L'Europe, pour le moment, a interdit l'importation. C'est plutôt la Chine qui va le faire, mais vous voyez qu'il y a tout un tas de développements, d'idées qui sont en train d'émerger. Ici, c'est un livre qui est paru récemment de nos collègues tunisiens qui essayent de valoriser cette espèce introduite. Mais clairement, quand on discute avec les Tunisiens, ils nous disent, bon, on pêche, heureusement on refait de la pêche grâce à ce crabe, mais c'est plus comme avant, on n'a pas la diversité qu'on avait avant, et clairement ça impacte notre économie. D'autres espèces qui gênent, la grosse méduse urticante, la grosse méduse dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est une méduse qui est urticante, qui pullule considérablement, qui va colmater les filets de pêche. Donc les pêcheurs ont du mal à garder leur filet efficace. En plus, elle est extrêmement urticante, donc quand on sort les filets ou quand on essaye de l'enlever des filets, on se retrouve avec des blessures assez dommageables. Et puis, elle pullule tellement qu'elle est capable de colmater complètement les grandes canalisations de pompage d'eau de mer, notamment que ce soit pour la désalinisation ou pour d'autres usines. Ici, vous avez une photo du journal israélien Haaretz qui vous montre comment une usine de dessalement est complètement à l'arrêt à cause de la présence de cette espèce de méduse complètement proliférante qui prend le dessus.
Des conséquences sanitaires, je vous ai évoqué la grande méduse, on en a d'autres. La rascasse volante, c'est une espèce qui est très douloureuse quand vous vous faites piquer, même si elle est facile à chasser. Vous avez également ce grand hydraire qui est extrêmement douloureux, qui a causé pas mal de brûlures aux gens qui l'ont touché de façon involontaire. Et puis on a des poissons assez problématiques qui sont arrivés, notamment le lagocéphale. C'est un poisson que vous voyez sa progression. Il est arrivé encore une fois par le canal de Suez et puis il progresse vers l'ouest de la Méditerranée. Il est signalé en Espagne, il est signalé en Italie. Et celui-là, il est problématique parce qu'il présente dans sa chair une neurotoxine. Alors mes collègues chimistes sont ravis, j'ai mis une molécule, la tétradotoxine, qui est assez problématique, qui va vous provoquer dans le meilleur des cas, une parasthésie au niveau de la bouche, c'est-à-dire que vous avez la langue, les lèvres qui ne bougent pas, vous avez des nausées, vous avez des vomissements, et puis ça peut conduire jusqu'à des paralysies respiratoires, voire des comas. Et on a pas mal de cas de morts qui ont été rapportés au Bangladesh. Alors, il est dans son aire native, mais au Bangladesh, ils n'ont pas l'habitude de le manger, et ils l'ont retrouvé. Il a été retrouvé sur des marchés. Et en 2018, c'est 17 morts qui ont été rapportés par juste une journée de marché. En Israël, il y a eu différents empoisonnements qui ont été rapportés. Et puis, il y a tout un tas de morts qui ont été signalés également en Tunisie, en Libye. Alors, c'est assez mal documenté, mais on en a entendu parler, lié à la consommation de ce poisson. Il est interdit à la vente. Il est strictement interdit à la vente en Italie, en Turquie, en Libye, en Égypte. Et pourtant, on sait qu'il y a pas mal de gens qui le pêchent et qui le revendent. Et donc, on a des cas d'intoxication, d'empoisonnement assez réguliers. Donc pour finir, je vais vous parler de autre chose que des espèces invasives. Je vais vous parler de ce qui n'est pas une espèce invasive et que souvent on parle d'espèces invasives. J'ai déjà eu des débats avec des collègues ici sur savoir ce qu'était une espèce. Est-ce qu'une espèce qui prolifère est forcément une espèce invasive? Oui, non. De mon point de vue, ce n'est pas le cas. Une espèce qui arrive, si elle n'a pas sa rupture d'aire géographique et qu'elle n'est pas transportée par l'homme, ce n'est pas une espèce invasive, c'est tout simplement une espèce qui change d'aire de distribution. Et ça, on connaît pas mal d'exemples en Méditerranée avec le changement climatique. Un cas assez emblématique, c'est les girelles. Alors, pas celle-ci, ça c'est la girelle qu'on a dans le nord de la Méditerranée, mais dans le sud, ils ont les deux girelles, et en particulier cette girelle, la girelle pan, qui a tendance à remonter avec le changement climatique. On a connu des variations de sa distribution. Donc ça, ce n'est pas une espèce introduite, c'est juste une espèce qui change son aire de distribution en relation avec le changement climatique. Donc ces espèces qui vont varier, qui vont arriver à différents endroits, on en a pas mal en Méditerranée. Ça, c'est une étude qu'on avait faite en 2010 sur les effets du changement climatique. Et en Méditerranée, on a beaucoup d'espèces qui arrivent, soit par Gibraltar, parce que les eaux se réchauffent, on a des espèces qui rentrent par Gibraltar, soit des espèces du sud de la Méditerranée ou de l'est de la Méditerranée qui remontent progressivement. Je vous ai parlé de la girelle pan, vous pouvez penser au barracuda également. Ce sont des espèces natives de Méditerranée qui remontent. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on a des espèces introduites, et notamment les léseptiennes, qui étaient cantonnées plutôt dans le sud-est de la Méditerranée, et qui, à la faveur du changement climatique, voient des températures des eaux qui leur sont de plus en plus favorables et donc étendent leur aire de distribution. Mais à la base, ce sont quand même des espèces introduites. Donc voilà, c'était ma petite présentation sur les espèces introduites. Merci Christophe pour cette jolie conférence. Donc je vous passe la parole comme d'habitude. Donc la première question, ils sont toujours un peu timides. Donc j'ai une question d'un internaute qui nous dit: comment faire alors pour éviter la croissance de ces espèces invasives sans avoir d'impact sur les autres espèces? Tu en as un peu parlé, mais voilà. Il faut essayer de les cantonner. Donc la première chose, c'est la prévention. Il y a tout un tas de législation qui est en train de se mettre en place par rapport aux eaux de ballast, par exemple. C'est un accord international qui va rentrer en vigueur, qui permet d'avoir des méthodes soit de nettoyage, soit de meilleur ballastage des eaux de ballast, et qui vraiment devrait permettre de contenir un peu ça. L'autre chose, c'est tout simplement qu'une espèce, une fois d'éviter son introduction, donc que ce soit par des actions de vigilance sur les espèces. Donc dès qu'une espèce arrive, essayer de
de la dégager. C'est le meilleur moyen pour lutter contre les espèces. Une fois qu'elle est présente, il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut juste essayer qu'elle reste cantonnée. C'est ce qu'on a réussi à faire pour la caulerpe, pour Caulerpa taxifolia. Il faut s'adapter à chaque espèce. Donc il n'y a pas de grande solution miracle générale pour ces espèces, si ce n'est la prévention de leur introduction. Oui, bonsoir, merci pour cette belle conférence. Je rebondis là sur la taxifolia, justement, parce que moi, j'ai l'impression que la taxifolia posait un problème, ne pose plus de problème. Vous nous dites qu'on l'a géré, mais est-ce qu'on l'a vraiment géré ou est-ce que c'est pas la nature, justement, qui s'est auto-gérée Alors, j'ai pas dit qu'elle posait plus de problème, j'ai dit qu'elle était cantonnée. Elle a légèrement régressé. La caulerpe est une espèce un peu particulière. C'était un clone génétique, en fait. C'est-à-dire qu'elle avait très peu de diversité génétique. Donc, on a soupçonné... Alors, il y a eu des actions de prévention. On a fait beaucoup de prévention auprès des voiliers, de leur dire, quand vous remontez votre ancre, ne rejetez pas les bouts de caulerpe à l'eau, gardez-les avec vous, jetez-les à terre pour qu'elles ne se dispersent pas. Donc, ça a aidé considérablement. Dans certaines zones, il y a eu des arrachages. Le parc national de Porquerolles a tendance à essayer de la cantonner au maximum en l'arrachant. Il y a eu pas mal de campagnes pendant des années. À l'heure actuelle, elle est toujours présente, mais elle a un petit peu régressé. Et elle a un petit peu régressé, on suppose, alors je ne suis pas spécialiste des algues, j'avoue, mais elle a régressé, suppose, parce qu'elle a très peu de diversité génétique. Donc une espèce qui a peu de diversité génétique, c'est une espèce qui, quand il y a des grands changements environnementaux, a sûrement du mal à s'adapter. Donc peut-être ça explique un peu sa réduction, et puis aussi le fait que tout simplement on la cantonne. C'est le mieux qu'on puisse faire une fois qu'elle est présente. Mais des espèces qui sont présentes et que vous ne voyez pas, il y en a partout. Mettez la tête sous l'eau, vous verrez tout un tas d'espèces qui poussent en permanence et, devant vous, et il y a considérablement d'espèces. Elle ne pose pas toutes de problèmes. La caulerpe, c'était un problème parce qu'elle fait comme les fraisiers, elle fait des stolons qui se propagent et qui avaient tendance à étouffer certains écosystèmes de Méditerranée. Actuellement, elle est assez cantonnée à certaines zones. Merci Christophe. Donc j'ai une question aussi d'un internaute qui te demande, est-ce que les invasions terrestres sont plus fréquentes et plus compliquées à gérer que les espèces invasives marines? Plus fréquentes, je n'en ai aucune idée, sincèrement. Elles sont différentes dans leur vecteur d'introduction, ça c'est sûr. Il y a beaucoup plus d'espèces volontaires. Pensez à toutes les espèces que vous avez dans les jardins, toutes les espèces qu'on trouve en jardinerie, la griffe de sorcière, l'herbe de la pampa, ce sont des espèces introduites. Et puis on a introduit aussi pas mal d'espèces pour les consommer. Donc est-ce qu'elles sont plus fréquentes? Oui, il y a des chances qu'elles soient plus fréquentes. Est-ce qu'elles sont plus difficiles à contrôler? Ça dépend des espèces. Il y en a qu'on n'arrivera pas à contrôler. Certaines, il y a des actions de prévention sur certaines espèces, souvent localement, qu'on arrive à enlever, oui, en terrestre. Ça ne veut pas dire que c'est facile pour autant. C'est peut-être un peu plus facile, mais pas facile. Merci. Je ne sais pas si je vais réussir à être claire. Il y a des travaux ou des entreprises qui s'intéressent aux bénéfices écosystémiques de la préservation d'espèces en particulier. Il y a même des gens qui se mettent à comparer, par exemple, une stratégie de préservation, reconstitution de populations de baleines, ce qui refait un stockage de CO2 biologique en comparaison avec des développements technologiques de capture de CO2 dans l'air, par exemple. Est-ce que vous voyez ça arriver comme motif je sais pas, pour financer des travaux? Est-ce que vous trouvez ça cynique? Est-ce que vous pensez que c'est un levier intéressant? Voilà, c'est quoi votre avis sur cette aspect? Oui, c'est un sujet compliqué, ça c'est sûr. J'ai pas de grande opinion sur ça parce que c'est vraiment pas mon domaine de recherche. Ce qui est sûr, c'est que ces finances, on ne peut pas forcément tout essayer de réguler dans l'écosystème.
Je crois que notre politique dans notre laboratoire, c'est souvent de dire, si vous voulez que l'écosystème aille mieux, essayez d'arrêter la source du problème et laissez-le tranquille, en tout cas en milieu marin. C'est sûrement souvent la meilleure solution qu'on ait à faire, plutôt que d'essayer de faire de l'ingénierie écologique. En milieu marin, ça reste quand même pas très efficace. Il y a quelques cas où ça peut marcher, mais globalement, ça ne marche pas. Ça, la question que vous posez, elle est vraiment plus pour les écosystèmes terrestres, je pense. Là, il y a vraiment des actions d'essayer de restaurer des écosystèmes en les changeant vers certains services écosystémiques, d'utiliser de l'argent qui vient d'autres choses. Mais là, je passe sur des sujets que je ne maîtrise pas trop. Mais lutter contre de l'invasion, il n'y a pas de quantification, par exemple, de perte de bénéfices écosystémiques suite à une invasion? Si. Okay. Si. Donc après, même sans faire une action ingénierie, mais de mettre en évidence plus, c'est ce qu'on essaye de faire. Hein. C'est ce que font. C'est pour ça qu'on travaille avec des économistes qui mettent ça bien en avant, l'effet des invasions. Moi, c'est pas mon domaine. Mon domaine, c'est vraiment de comprendre pourquoi elles arrivent à être invasives. Mais on a beaucoup de collègues qui travaillent sur la législation par rapport aux invasives. Qu'est-ce qu'on peut proposer pour que ça soit plus efficace? Quel est le coût de ces espèces invasives? Alors, encore une fois, c'est beaucoup mieux documenté en milieu terrestre parce qu'on connaît mieux nos écosystèmes. C'est là où est l'économie globalement. C'est bien documenté pour la pêche en milieu marin. Pour tout le reste, c'est assez mal documenté. C'est quelle est la valeur finalement d'un écosystème en bon état par rapport à un écosystème qui est dégradé, notamment par les invasions. C'est des sujets aussi polémiques chez les scientifiques. Voilà. Quantifier la valeur de la biodiversité, ça reste un sujet polémique. Savoir qu'elle a un bénéfice pour tout le monde, oui, mais sur la valeur monétaire de la biodiversité, c'est un autre problème. La question d'une espèce invasive, parce qu'on sait qu'aujourd'hui on est rentré dans l'Anthropocène, donc c'est une nouvelle ère. Donc c'est vrai qu'on importe et on exporte des espèces, mais est-ce que ça ne fait pas partie d'un nouveau cycle? Et du coup, est-ce que ça ne remet pas en question le mot espèce invasive? Et je pense aussi notamment aux parasites qui affectent les grandes nacres, qui apparemment en fait n'auraient pas été importés, mais se seraient développés par des changements de conditions. Et donc, ma question, ça va être plus sur est-ce que le fait parfois d'essayer de lutter contre une espèce qu'on estime invasive, on ne va pas jouer un peu au petit sorcier et aller contre le développement des écosystèmes au lieu de penser que peut-être c'est une évolution qui n'est pas logique à nos yeux parce qu'effectivement, on est en train de perturber le cycle. C'est le premier, on est dans la première ère qui est influencée par l'homme, où c'est plus les dynamiques naturelles qui influencent, mais par l'homme. Et donc, à quel point, en essayant de résoudre les problèmes qu'on a créés, on ne pourrait pas peut-être éventuellement en créer de nouveaux, alors que c'est juste des écosystèmes qui sont en évolution? Alors, sur l'Anthropocène, c'est par rapport au changement climatique, essentiellement. D'accord ? Le changement global, c'est notre impact sur l'écosystème. Et ça, clairement, si on est un économiste, on va dire un écosystème qui est impacté, c'est un écosystème qui n'est pas rentable. Bétonner la calanque qui est en dessous, elle produira beaucoup moins de poissons que si elle était dans un écosystème naturel. Donc du point de vue économiste, il vaut mieux avoir un écosystème en bon état. Du point de vue écologique également. L'Anthropocène, il ne joue pas sur ça. Il joue par rapport aux espèces invasives. Hein. Les espèces invasives, le problème, c'est la mondialisation. Ce n'est pas l'Anthropocène, c'est pas le changement climatique se surajoute au problème de l'invasion. C'est le problème de nos espèces introduites, c'est qu'on a accéléré la vitesse des bateaux, qu'on a ouvert le canal de Suez. Ce n'est pas forcément un effet de l'Anthropocène en tant que tel. Alors après, ça dépend comment vous le définissez, l'Anthropocène également. Mais généralement, l'Anthropocène, ça se réfère plutôt, à mon sens, à tout ce qui est lié aux effets du changement climatique et d'un effet qu'on n'arrive pas à revenir sur un cycle naturel du changement climatique. Moi aussi, je fais des fois des réponses qui ne sont pas très claires, donc ne vous inquiétez pas par vos questions. Des questions ? Bonsoir, merci pour la présentation. J'ai souvenir, je ne sais pas si c'était une invasion ou une prolifération, mais d'araignées de mer qui arrivaient du nord vers la Bretagne.
Et on nous disait, enfin j'ai lu qu'on disait d'en manger plus en fait, de plus en pêcher et de plus en manger. Est-ce que vous pensez que c'est une solution pour vous? Alors, c'est toute la question qui se pose sur ces espèces introduites. Est-ce qu'on doit les consommer pour pouvoir les réguler? Si elles ont un prédateur naturel, il n'y a pas besoin. Si elles n'ont pas de prédateur naturel et qu'elles sont bonnes, il n'y a pas de raison de se priver de les consommer. Mais dès qu'on va commencer à consommer une proie, ceux qui les pêchent, ceux qui les attrapent, et c'est tout à fait humain et tout à fait logique et normal, vont avoir tendance à préserver la ressource. Donc la solution de dire on va consommer une espèce pour arriver à ce qu'on arrive à zéro, une espèce introduite, pour qu'on arrive à zéro, je n'y crois pas vraiment, parce que, et c'est logique, hein, moi je ne peux pas en vouloir à un pêcheur de faire ça, mais à un moment donné, il va préserver sa ressource. Ou alors, il faut le subventionner à fond pour qu'il pêche complètement cette espèce et qu'on l'intègre. Des espèces qui ont été introduites et qui sont dans notre alimentation ou qu'on considère comme patrimoniales, il y en a des tonnes. C'est ce que fait l'homme depuis qu'il bouge. Nos chèvres ne sont pas des espèces européennes à la base. Ce sont des espèces qui ont été introduites du Moyen-Orient. Mais elles ont été introduites il y a 20 000 ans. Et elles ne sont pas très impactantes sur l'écosystème. Ou en tout cas, elles ont été intégrées dans l'écosystème. Elles ont eu 20 000 ans pour le faire. Ce n'est pas le cas des espèces qu'on importe à l'heure actuellement. Donc, je ne pense pas que ça soit la solution miracle. Ça permettra de rentrer dans un cycle prédateur-proie, qui est le système classique en écologie, mais on n'en verra jamais une espèce introduite par sa consommation totale. Pour ajouter en fait dans le thème de jouer aux apprentis sorciers, est-ce qu'il y a des cas où en fait on a importé ou on a rajouté des espèces invasives, dites invasives, pour combattre justement des espèces invasives? Oui, oui, évidemment. Il y a beaucoup de cas en terrestre, hein, évidemment. Il y a, je lisais récemment un article sur un collègue chercheur à l'INRA qui est en train d'essayer alors il prend beaucoup de précautions, d'essayer d'introduire un parasite d'un autre parasite pour pouvoir, je ne me rappelle plus les espèces, mais je me souviens de l'histoire, ça m'avait un peu choqué sur le coup, mais ils essayent de prendre des précautions pour pas que ce parasite passe dans la nature et donc devienne le parasite d'autres espèces. Donc en milieu marin, théoriquement, on n'a pas fait ça. Pratiquement, on soupçonne que ça a été fait en mer Noire sur un cténophore qui aurait une espèce qui, d'un coup, son prédateur serait apparu dans l'écosystème et il n'était pas présent avant. Donc, on ne sait pas qui l'a fait. Bon, voilà. Mais il n'y a pas de vrai cas. L'ingénierie de restauration en milieu marin, c'est pas quelque chose qui est aussi développé qu'en milieu terrestre. Donc on joue un peu moins aux apprentis sorciers et donc on est plus dans la prévention, encore un peu dans la prévention sur beaucoup de cas. Des questions dans la salle? Un vecteur d'introduction qui me semble négligé en Méditerranée, et peut-être pas seulement en Méditerranée, les plateformes pour forage de gaz, prospection, oui, ça traverse les océans, ça entre par Gibraltar, ça entre par le canal de Suez. Il y avait l'exemple d'une plateforme qui a été partiellement nettoyée dans les eaux quasiment côtières d'Israël. Aucun scientifique n'était informé. Par hasard, un malacologiste local est passé par là, il a rempli un seau, et il y avait des dizaines d'espèces qu'on n'avait pas encore sur la côte. Et évidemment, les pétroliers ne sont nullement intéressés de voir venir quelqu'un inspecter, plonger autour de leur structure. Oui, tu as complètement raison, Helmut. Il y a pas mal de cas rapportés des Caraïbes sur l'effet des plateformes. Mais effectivement, oui, du Tubastrea au Brésil. Effectivement, en Méditerranée, on n'a pas forcément beaucoup accès à ces plateformes. Et effectivement, le voyage entre différentes zones, et ce sont des vecteurs d'introduction. D'ailleurs, le premier qui a supposé qu'il s'agissait d'une introduction liée à l'industrie pétrolière aux Antilles néerlandaises, c'était Lavorel. D'accord, je ne savais pas. Et ça fait 40 ans. Ah oui, ça fait un moment.
Une question derrière. Je voudrais savoir, est-ce qu'il existe des critères ou des indices qui nous permettent de dire une espèce qui a été invasive, maintenant, on considère qu'elle n'est plus invasive puisque elle a été assimilée par le système ou, enfin, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des critères qui font que d'un seul coup, on la déclasse Oui. de ce... Oui. Alors, qu'on la déclasse. Je sais pas comment... Oui. C'est moi qui vous ai dit qu'il y avait un brevet d'envahissement, mais en fait, c'est pas un vrai. Hein. C'est les scientifiques qui disent ça. Alors oui, on peut la déclasser aussi de liste de l'Europe, notamment, ou de l'État, qui dirait qu'une espèce n'est plus lente, tout simplement parce que sa démographie a considérablement diminué et qu'elle est rentrée dans un cycle prédateur-proie et que voilà, elle pose plus de gros problèmes à l'écosystème ou à notre économie. Oui, ça, c'est tout à fait envisageable. J'ai pas en tête d'exemple comme ça, malheureusement. Il faudrait chercher. Il y en a sûrement quelques-uns, mais ça reste anecdotique à l'heure actuelle, je pense. L'intégration dans l'écosystème, c'est quelque chose qui prend des siècles, voire des millénaires. Donc ça veut dire que pendant tout ce temps, l'impact, si elle a un impact sur l'écosystème, il reste, il est présent dans l'écosystème. Donc attendre des millénaires pour changer le décret, ça va être compliqué. Hein. J'ai une question. On sait qu'il y a beaucoup d'exemples de sélection génétique en agriculture terrestre. Est-ce qu'en aquaculture, justement, ça va plus se développer? Et est-ce que du coup, on a l'exemple avec les saumons, par exemple, en mer Baltique ou aux mers du Nord, est-ce qu'il va pouvoir y avoir des espèces qui s'échappent, devenir invasives et s'hybrider du coup avec les espèces locales? Est-ce que c'est un problème qu'on considère ou qui a déjà lieu? Oui, alors de la sélection sur des espèces cultivées en aquaculture, oui, il y en a. C'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est pas forcément dramatique. Est-ce que ces espèces-là, en s'échappant, vont devenir invasives? Ça dépend des espèces. Est-ce que ce sont des espèces locales ou pas? Si ce sont des espèces locales, par définition, il y a peu de chances qu'elles deviennent invasives. Par contre, c'est clair que si ces espèces ont été sélectionnées pour produire plus de chair, ce qui est le but recherché de l'aquaculture, généralement, elles ont aussi tendance, on connaît quelques cas où elles ont tendance à être moins bons reproducteurs. Et donc, quand elles s'échappent dans l'environnement, elles vont rentrer en compétition avec les espèces locales. Et potentiellement, si elles transmettent leurs gènes, on va avoir une population qui peut avoir une capacité à se reproduire qui diminue avec le temps. Il y a quelques exemples qui ont été rapportés sur ça. Voilà, c'est pas quelque chose qui est très très développé. L'aquaculture n'est pas aussi développée que l'agriculture en milieu terrestre quand même. En tout cas sur les poissons. Mademoiselle se lance avec difficulté. Bonjour. Alors ma question en fait c'est pourquoi l'homme cherche à introduire une espèce dans un milieu dont elle n'est pas habituée pour modifier l'écosystème alors que tout simplement on pourrait laisser la nature le faire et dès qu'elle commence à devenir invasive, on cherche en fait à l'enlever. Alors ça, c'est le cas où on a voulu l'introduire. Il y a beaucoup de cas où c'est pas du tout volontaire. Sur tout ce qui est coque de bateau, sur le canal de Suez, c'est pas une introduction volontaire. Si on prend le cas du crabe du Kamtchatka, le crabe de Staline, là, c'était une introduction volontaire parce qu'il fallait donner une ressource nouvelle de pêche aux populations locales et trouver aussi un débouché commercial pour l'Union soviétique à l'époque. Donc, on n'envisageait pas également que cette espèce pouvait devenir aussi pullulante et poser des problèmes à l'écosystème. L'homme n'est pas toujours mal intentionné, malheureusement. Donc, au moins, on aurait une excuse pour le vouloir. Là, dans beaucoup de cas, ce sont des espèces qui s'échappent. On voulait simplement les cultiver, les avoir, les exploiter. Et donc, elles s'échappent et à ce moment-là, elles posent problème. Donc oui, on essaye de les enlever ou pas. Hein, parce que le crabe de Staline, on a beau le pêcher, il est toujours là, ça ne bougera pas. Merci Christophe. Merci pour la question. Une autre question?
Si vous n'avez plus de questions, on va pouvoir libérer Christophe, que la journée a été longue, en le remerciant encore une fois de sa présence. On s'excuse auprès des internautes, on a eu une coupure. Donc, mais de toutes les manières, vous retrouverez la conférence enregistrée et filmée sur imbe.tv. Je vous souhaite à tous un très très bon été. Bien évidemment, pour ceux qui n'ont pas osé poser les questions, Christophe est encore là. Hein. Je vous souhaite un très bon été et j'aurai le plus grand plaisir à vous retrouver donc le dernier de mercredi du mois de septembre et ça sera une conférence sur le droit de la mer. Voilà. Au revoir à tous et merci.